Alors Nicolas, il reste moins de 24 heures avant la possible nationalisation de Florange. Le brouillard est total sur les intentions de Mittal et l'identité de l'éventuel repreneur. Cette histoire est devenue une extraordinaire série télé. Voilà, on est sur une grande scène à ciel ouvert, faite de bons sentiments et d'émotions populaires. C'est la barricade publique d'Arnaud Montebourg, c'est un peu son boulevard Saint-Germain, si vous voulez. Le problème, c'est qu'au bout du bout, il y aura peut-être une véritable nationalisation pour un site qui est pourtant présenté depuis de nombreuses années comme condamné à terme. Dès les années 2000, début 2000, Arcelor nous avait dit que Florange, de toute façon, serait fermée. Et même le rapport Schuman, au moment de la communauté du charbon et de l'acier en 1953, disait que quoi qu'il arrive, le déclin de la sidérurgie était inscrit dans les gènes de l'Europe. Alors pour autant, Nicolas, l'État va-t-il aller jusqu'au bout du processus? C'est tout le problème, parce que la marche arrière est impossible si Mittal refuse de vendre. Finalement, cette nationalisation, c'était une arme de dissuasion. Elle ne devait jamais avoir lieu. C'était juste un moyen de pression. Si elle a lieu, on passe à l'acte. Et c'est là quand même que les problèmes vont commencer. Alors c'est juteux politiquement, parce que c'est un marqueur à gauche, après le pacte de compétitivité, après le pacte budgétaire, donc ça c'est bien pour le gouvernement. Ce serait une victoire évidemment visible pour le ministre Arnaud Montebourg. Et puis ce serait aussi une manière de coller visiblement aux attentes de l'opinion, puisque les sondages nous disent qu'il y a globalement 60% des Français qui sont pour la nationalisation. Après, c'est juridiquement faisable, il n'y a aucun problème. Il faut une loi et puis il faudra simplement indemniser Mittal, qui aura été exproprié de la partie du site qu'il ne voulait pas vendre. Alors Nicolas, cette nationalisation a-t-elle une justification économique? Économiquement, c'est franchement téméraire. D'abord, il y a une forme d'illusion. Aller utiliser l'argent du contribuable pour confisquer une usine rentable au profit d'une usine non rentable, c'est quand même un petit peu baroque. Faire croire aussi qu'une nationalisation peut véritablement sauver à long terme le site de Florange, c'est à la limite du mensonge. Voilà. On sait qu'aujourd'hui, il y a des surcapacités en sidérurgie en Europe et c'est connu et avéré depuis très longtemps. Et puis, les nationalisations, c'est très bien, mais on ne règle pas avec des nationalisations 30 ans de non-politique industrielle. Après, c'est un peu la boîte de Pandore. Il y a un risque de contagion. Vous avez vu que les salariés des chantiers navals de Saint-Nazaire voudraient eux aussi être nationalisés. Alors pourquoi on n'irait pas nationaliser aussi Petit Couronne? Pourquoi on n'irait pas nationaliser PSA Aulnay? Ça peut aller très loin, ce genre de logique. Ça a un coût aussi, troisième point, 400 millions d'euros au minimum et probablement le double à l'arrivée lorsqu'il aura fallu remettre en service les hauts fourneaux de Florange. Et puis il y a un risque de réputation, parce qu'un pays qui, avec son budget, fait comprendre au reste du monde qu'il taxe le risque, qu'il taxe le gain, que maintenant il ne respecterait peut-être plus la propriété privée, automatiquement ça abîme l'image, la réputation d'un pays, son attractivité, et c'est plus difficile ensuite de faire venir des investisseurs. Maintenant, j'attends de pied ferme de savoir qui est ce fameux repreneur.